Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une méthode permettant de construire le plan de la dissertation littéraire. Et l'on part des textes officiels qui fixent le cadre des épreuves anticipées de français pour voir ce que l'on va en retenir. Ces textes officiels définissent la dissertation de la façon suivante. La dissertation consiste à produire une réflexion personnelle organisée sur une question littéraire portant sur l'une des œuvres et sur le parcours associé figurant dans le programme d'œuvre. Le candidat s'appuie sur sa connaissance de l'œuvre et des textes étudiés, ainsi que sur ses lectures et sa culture personnelle. J'ai surligné en gras ce qui me paraissait extrêmement important parce que ce sont finalement des indications sur les critères à partir desquels vous serez évalué, en plus évidemment de la syntaxe et de l'orthographe. Les critères sont donc les suivants. Tout d'abord, la façon dont vous vous emparerez d'une question littéraire pour proposer une réflexion personnelle. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on vous posera une question et que vous ne pouvez pas réciter un cours dans la dissertation puisqu'il va falloir construire un plan, un devoir, qui sera en relation avec cette question. Deuxième critère, on attendra de vous un devoir construit. Une réflexion personnelle organisée, c'est une autre façon de dire que l'on attend quelque chose de rigoureux. Et enfin, votre connaissance de l'œuvre et du parcours associé sera évaluée, ainsi que votre capacité à mobiliser une culture personnelle. Donc ce que je vous propose, c'est de voir comment on construit le plan d'une dissertation à partir d'un cas concret, parce que c'est souvent plus parlant que la théorie. Je vais vous proposer un sujet, mais un sujet qui ne va pas porter sur l'œuvre et le parcours associé, puisque je me base aujourd'hui sur le programme de seconde. Dans le programme de seconde, vous n'avez pas d'œuvre imposée, vous avez des objets d'étude. J'ai donc choisi un objet d'étude, qui est l'objet d'étude La poésie du Moyen-Âge au XVIIIe. Voici donc ce sujet. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, biologiste, mathématicien et philosophe français des Lumières, écrit à propos de la poésie: la science décrit la nature, la poésie la peint et l'embellit. Dans quelle mesure les œuvres que vous avez étudiées durant l'année confirment-elles cette affirmation? La première étape de notre travail va consister à bien lire le sujet. Bien lire le sujet, ça veut dire s'assurer que l'on comprend bien tous les mots de celui-ci. Première chose que je remarque, c'est que Buffon oppose science et poésie. Ce qui les oppose, dit-il, c'est que la première décrit. Elle décrit, ça veut dire qu'elle représente le réel. Et donc, il y aurait dans la science une volonté de coller au réel, d'en faire la représentation la plus fidèle possible. D'un autre côté, il considère que la poésie peint et embellit. Peindre, c'est représenter quelque chose en utilisant de la peinture. Quand je représente quelque chose en utilisant de la peinture, si je représente un champ, je ne peux pas tout représenter. Je vais donc opérer des choix. Je vais sélectionner des éléments que je reproduis et d'autres que je ne reproduis pas. Donc, il y aurait dans l'idée de peindre, l'idée de reproduire la nature de façon infidèle puisqu'il y aurait une sélection des éléments représentés. Peindre, c'est aussi recouvrir quelque chose de peinture. Si vous peignez une table, vous la recouvrez de peinture pour la rendre plus belle. Donc cela suppose, si je reviens à la poésie, que la poésie s'emparerait de la nature pour la représenter, mais la transformerait pour la rendre plus jolie encore qu'elle n'est. La poésie peint, dit donc Buffon, mais elle embellit également. Et embellit, c'est quoi? C'est rendre plus beau. Donc je rejoins un peu la deuxième idée que j'ai développée quand je me suis attardée sur le terme peindre. Une fois que j'ai bien compris tous les mots du sujet, je passe à la deuxième étape. Cette deuxième étape, elle consiste à analyser le sujet, c'est-à-dire à comprendre les sous-entendus de celui-ci. Je reprends les choses où j'en étais. J'ai donc vu, première chose, que Buffon oppose la science et la poésie sur la façon dont elles retranscrivent le réel. Cela suppose donc que la poésie comme la science vise à reproduire le réel. Deuxième chose, Buffon dit que la poésie s'emploie à peindre, à embellir le monde. Il souligne donc le fait qu'il s'agit d'un art. Et si c'est un art, alors effectivement, elle opère des choix dans sa peinture du réel, et si c'est un art, elle le fait pour susciter des émotions et véhiculer des messages.
Dernier sous-entendu, la poésie viserait toujours à rendre plus belles les choses dont elle s'empare. Une fois qu'on a analysé le sujet, on va essayer de réfléchir au sujet, c'est-à-dire de comprendre en quoi ce sujet peut être défendu, en quoi il peut être discuté. La première chose que l'on a vue quand on a analysé le sujet, c'est que celui-ci supposait que la poésie vise toujours à représenter le réel. On est évidemment d'accord avec Buffon, la plupart du temps, la poésie représente le monde. Pourtant, on connaît aussi tous des poèmes qui ne représentent pas le monde et qui sont des jeux littéraires dans lesquels le poète nous montre l'étendue de son talent ou s'amuse avec les mots. La poésie, elle peut essayer aussi, parfois, de changer le monde et non pas de le représenter, et je pense aux poésies argumentatives. Deuxième idée qui se dégageait à l'analyse de l'affirmation de Buffon, c'était le fait que la poésie vise toujours à rendre les choses dont elle s'empare plus belles. Alors effectivement, la poésie est souvent du côté de l'éloge et de la louange. On pense évidemment à la poésie amoureuse, on pense aussi à la célébration du monde, au paysage, etc. Pourtant, tout n'est pas beau, tout n'est pas du côté du beau dans les poésies. Et parfois, la poésie peut enlaidir les choses dont elle s'empare. Certains poètes, par exemple, s'amusent à faire vieillir une femme qui se refuse à eux. Je pense notamment à un poème de Ronsard très célèbre, Quand vous serez bien vieille. Dernière idée que l'on avait vue se développer à l'analyse du sujet, c'était le fait que la poésie était un art et qu'elle opérait donc des choix dans la peinture du réel. Choix qui, si l'on suit la logique de Buffon, consisterait donc pour la poésie à choisir de belles choses. Et c'est vrai, la poésie souvent s'empare de choses belles. La poésie, traditionnellement, est assimilée à des poèmes amoureux dans lesquels on évoque un être aimé, donc que l'on trouve beau, un paysage, etc. Et pourtant, la poésie peut aussi s'emparer de choses laides. Durant cette étape, je vois donc que l'affirmation qui m'est proposée dans le sujet est très juste, qu'elle peut être défendue, mais qu'elle peut aussi donner lieu à une discussion. Et cette discussion, eh bien, c'est tout le cœur de ma dissertation. Ma quatrième étape va consister à proposer une problématique, c'est-à-dire à repréciser le sujet, à le reformuler à l'aide d'une question. Ici, en m'appuyant sur tout ce que j'ai vu précédemment, je peux reformuler le sujet de la façon suivante. Est-ce que la poésie retranscrit le monde pour l'idéaliser? Et j'ai bien dans mon sujet les deux parties, à la fois le fait que la poésie serait cantonnée à la retranscription, à la représentation du monde, et aussi le fait que quand la poésie retranscrit le monde, qu'elle le représente, c'est toujours du côté du beau. Une fois que j'ai ma problématique, je passe à la cinquième étape. Il s'agit pour celle-ci d'organiser ces idées, c'est-à-dire de regrouper les idées de façon à construire des axes de réflexion qui constitueront les grandes parties de ma dissertation. Je reprends donc les différents arguments que nous avons découverts plus haut et j'essaie de voir comment ils s'organisent. Le premier, la poésie est souvent du côté de l'éloge ou de la louange. Je vois que cela ressemble beaucoup à l'idée de la poésie qui s'empare souvent de belles choses. Je vais donc réunir ces deux arguments. Ensuite, je prends le deuxième argument, la poésie peut enlaidir les choses, et je vais assez naturellement le réunir avec la poésie peut aussi s'emparer de choses laides. On voit qu'on est dans la même idée de laideur. Il me reste à vérifier que les deux arguments qui restent sont bien cohérents, forment bien un ensemble, et je vois que les deux ont en commun de ne pas évoquer la représentation du monde et d'évoquer une poésie qui s'en éloigne. J'ai terminé avec cette cinquième étape. Je passe à la sixième étape qui consiste à organiser l'ordre des axes. Pour ce faire, par convention, on va tout d'abord aller dans le sens du sujet et puis après on le remet en question et on essaie dans la troisième partie de le dépasser. Aller dans le sens du sujet, c'est dire la même chose que Buffon, c'est-à-dire dire que la poésie représente le monde en l'idéalisant. Donc ça, ce sera mon grand 1. Ensuite, je vais dire le contraire. Alors le contraire, toute nuance gardée, je vais dire que elle peut aussi être du côté du lait. Donc ça, ce sera mon grand 2. Et enfin, je dépasse le sujet, c'est-à-dire que je quitte la question de l'idéalisation pour poser la question même de la représentation du monde.
et ce sera mon grand 3. J'ai donc les 3 axes de ma dissertation. Je vais maintenant, et c'est ma 7e étape, organiser l'ordre des paragraphes. Je reprends mes 3 axes, je remets dessous les arguments des paragraphes que l'on a trouvés et on essaie de les organiser. Par convention, on dit qu'il vaut toujours mieux commencer par ce qui est le plus évident et terminer par ce qui demande le plus d'analyse. Si je regarde mes 2 premiers paragraphes, mes 2 premiers arguments, ceux qui iront dans mon premier axe. La poésie est souvent du côté de l'éloge et de la louange. La poésie s'empare souvent de belles choses. Il semble plus facile de constater que la poésie s'empare souvent de belles choses que de constater qu'elle est du côté de l'éloge, puisqu'il faut déjà savoir ce qu'est un éloge, comment se fait un éloge, que l'auteur va utiliser des métaphores, des hyperboles, etc. Donc je vais choisir de mettre en premier le paragraphe qui s'intéresse au sujet que la poésie sélectionne dans le monde, et en deuxième, le paragraphe qui va montrer comment la poésie fait l'éloge du monde et l'idéalise. Pour le deuxième paragraphe, je fais la même chose. Et là, c'est assez simple puisque finalement, j'ai repris les mêmes idées quasiment que dans le grand 1 en les inversant. La poésie peut enlaidir les choses, la poésie peut s'emparer de choses laides. Je vais donc faire comme dans mon grand 1, utiliser d'abord l'argument qui consiste à observer les choses dont se saisit la poésie et ensuite l'argument qui consiste à étudier comment elle peut les enlaidir. Pour le grand 3, j'ai 2 arguments. La poésie peut être pur jeu littéraire ou la poésie peut aussi vouloir changer le monde. Il me semble que le plus simple, c'est qu'elle peut être pur jeu littéraire et que ensuite on peut évoquer la poésie argumentative. Cela dit, ici, si vous échangiez l'ordre de ces 2 arguments, cela ne me semblerait pas complètement incongru. J'en ai presque terminé, il me reste une 8e et dernière étape. Cette 8e étape, elle consiste à trouver des exemples puisque chaque argument dans une dissertation doit être illustré par un exemple précis et c'est bien ainsi que l'on évaluera votre connaissance de l'œuvre que vous avez étudiée en cours et votre culture personnelle. Je reprends donc mes 3 axes, les arguments que j'ai trouvés à l'intérieur de chaque axe et pour chacun, je vais chercher un exemple. La poésie s'empare souvent de belles choses. Vous pouvez faire référence aux sonnets du XVIe siècle, si vous en avez étudié en cours, dans lesquels l'amour est souvent un thème privilégié, et on peut considérer qu'il s'agit quand même d'une belle chose, ou bien dans lesquels on trouve des paysages printaniers en particulier de toute beauté. Pour prouver que la poésie est souvent du côté de l'éloge ou de la louange, je vais évoquer la poésie amoureuse et le fait que la beauté de la femme, le corps de la femme, peut faire l'objet d'hyperboles, de métaphores et de personnifications qui la mettent en valeur. Je peux par exemple évoquer le Tétin, le blason du Tétin de Clément Marot, dans lequel le Tétin fait honte à la rose. Et là, vous voyez que je cite le texte avec précision. Cela signifie que durant toute l'année de première, un des travaux qui est à considérer et à effectuer peut se constituer un répertoire de citations que l'on pourra réemployer le jour du bac. Pour prouver que la poésie peut aussi s'emparer de choses laides, je vais évoquer par exemple le poème de Scarron qui décrit la laideur des dents d'une femme, évoquant le fait qu'elles sont cariées et tremblantes. Je n'ai pas fait d'erreur d'orthographe à tremblant, c'est simplement que j'ai gardé l'orthographe originelle. Pour prouver que la poésie peut enlaidir les choses dont elle s'empare, je vais évoquer le sonnet de Ronsard Quand vous serez bien vieille, dans lequel il fait vieillir Marie, faisant de la jeune femme une vieille accroupie. Pour prouver que la poésie peut ne pas retranscrire le monde, qu'elle peut être un pur jeu, je vais faire référence ici à la Ballade des proverbes de François Villon, qui s'amuse à transformer, à mêler des proverbes sans autre but que celui de faire beau et de prouver son talent littéraire. Dernier argument, la poésie peut vouloir changer aussi le monde. Je fais référence aux arts poétiques dont le plus célèbre est sans doute celui de Boileau, qui tous définissent des règles poétiques et qui donc entendent non pas avoir une vision de ce qui existe dans le monde, mais définir des règles poétiques. Nous en avons terminé avec cette méthode qui vise à vous outiller
face à la construction du plan de la dissertation. Il ne reste qu'à rédiger. Ce sera l'objet évidemment d'une autre séance. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.